Et notre invité politique ce matin, c'est Luc Carvounas. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Maire PS d'Alfortville, vice-président de l'Association des maires de France et président de l'INCAS. Ce sont les centres communaux d'action sociale. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Fabrice Vesseredon du groupe EBRA. Bonjour Fabrice. Bonjour Yann, bonjour Luc Carvounas. Bonjour. C'est la journée de clôture du Congrès des maires de France. C'est Michel Barnier. Il paraît que c'est Michel Barnier qui va venir devant vous tout à l'heure. Qu'est-ce que vous attendez du Premier ministre ? J'attends que le Premier ministre, qui est un ancien élu local, ait entendu tout ce que nous avons essayé de porter depuis maintenant quelques semaines, mais surtout à l'occasion des 3 jours du Congrès des maires, avec le président Lisnard et le premier vice-président André Léniel, et que finalement, moi je me suis bien retrouvé en fait dans l'interview de Gérard Larcher dans le JDD dimanche, où il disait que la pression était beaucoup trop conséquente, parce qu'on parle souvent des 5 milliards, mais dans la réalité des prix, c'est pas 5 milliards en fait, hein. C'est 10 milliards quand on regarde les autres budgets annexes, comme par exemple l'Agence nationale des collectivités territoriales, où là aussi leur budget est rogné. Et donc, on dit juste, nous les maires, on n'est pas en train de se plaindre, hein. C'est pas 3 jours de complainte du syndicat des maires. On est juste en train de dire, attention, parce que dans le couple maire-préfet qui a été aussi souvent évoqué au moment de la crise sanitaire, si dans le bloc communal on met nous les maires un genou à terre alors que nous sommes le premier et le dernier kilomètre, il va y avoir des difficultés pour répondre aux attentes de nos concitoyens. Est-ce que Michel Barnier vous semble à l'écoute ? Est-ce que vous dites, on a l'impression dans ce gouvernement qu'il y a plus d'écoute que dans les précédents ? Je le crois. Il y a plus à la fois d'expérience, de maturité dans le parcours politique de Michel Barnier, qui, je le crois sincère, quand il dit « j'ai rien à vendre, j'ai rien à acheter hein, », moi j'ai rien demandé, donc il essaye finalement d'aider le pays. Donc je lui donne le point sur ces sujets-là. Maintenant, j'attends des preuves d'amour par rapport à nous, les collectivités territoriales. Il en a fait au moment du congrès des départements de France. Je pense sincèrement qu'il en fera à l'occasion de son discours cet après-midi, parce que, encore une fois, nous les maires, nous sommes des gens responsables. On ne dit pas qu'on ne va pas participer à faire diminuer la dette publique. Et vous savez, il y a une dizaine d'années, qu'on soit très clair, il y a une dizaine d'années, la part des collectivités territoriales dans la dette publique globale, qui n'était pas de 3 200 milliards il y a 10 ans, il y a 1 000 milliards de moins, c'était 9,2%. 9,2%. Aujourd'hui, notre responsabilité dans la dette publique, 10 ans plus tard, c'est 8,9%. Donc non seulement on n'a pas augmenté, mais on a même un petit peu diminué. Donc quand Bruno Le Maire nous pointait du doigt en disant c'est à cause de vous, les collectivités territoriales, que les déficits se sont envolés, c'est faux, c'est une fake news. Enfin, fake news avec Bruno Le Maire, on est un petit peu habitué. D'ailleurs, j'ai regardé le rapport sénatorial qui dit que finalement, ils ont laissé tout filer. Alors j'entends pour le coup les cris de Gabriel Attal et d'autres, c'est politique, etc. Faut arrêter les blagues. Hein. Vous êtes un peu plus modéré que Patrick Kanner face à Michel Barnier. Il l'a accusé, en gros, d'être fossoyeur des collectivités locales dans ce budget. Alors, on le saura cet après-midi. On le saura cet après-midi. Moi, encore une fois, j'attends le discours du Premier ministre. J'attends de savoir... Mais qu'est-ce que vous attendez précisément ? Parce que devant les départements, il a fait des mesures précises, notamment sur les frais de notaire. Bon, il a annoncé 5 mesures. Oui, mais attention, sur les DMTO, les fameux frais de notaire, il laisse le choix au département de les appliquer ou pas. C'est un peu le « et en même temps » du macronisme. C'est je mets en place un dispositif, mais vous l'appliquez si vous le souhaitez, les présidents de département. C'est pas obligatoire. Moi, qu'est-ce que j'attends ? On va être un petit peu technique. C'est que les fameux 2% sur les recettes de fonctionnement des collectivités territoriales soient diminués. Donc moi, ce que demande Gérard Larcher de passer de 5 milliards à 2 milliards me va très bien. Ça, c'est la bonne trajectoire. C'est la bonne trajectoire. Vous dites on est prêt à le faire. Sur la part employeur, la fameuse CNRACL, où on nous demande d'augmenter de 4% sur 3 ans, de le lisser sur 4 ans. Nous, l'AMF, on demande 6 ans. Si c'est sur 4 ans, je prends. Et enfin, les 800 millions d'euros sur le FCTVA, qui est juste qui nous est dû, en fait. C'est la part de la TVA. C'est le fonds de compensation de la TVA, c'est pour l'investissement des collectivités. Pardon, des techniques, vous me demandez très concrètement ce que j'attends, voilà, je vous le dis. 5 milliards, ça représente quoi pour une commune comme la vôtre ? 2,2 millions d'euros. 2,2 millions d'euros. Et c'est quoi pour les gens, pour que les gens qui nous écoutent comprennent, c'est quoi les conséquences pour eux ? Les conséquences, c'est que, alors que j'ai des finances saines, aujourd'hui, au moment où je vous parle, j'ai une épargne nette de 4,5 millions d'euros. En 2025, cette épargne nette va passer à 2 millions d'euros. Si on continue sur cette trajectoire, en 2026, c'est 800 000 euros. Et en 2027, je passe à une épargne nette négative. Et donc, ce qui veut dire
des collectivités comme la mienne, qui ont aujourd'hui des finances plutôt bonnes, eh ben, les décisions gouvernementales qui viennent d'en haut et qui nous sont imposées vont faire que des collectivités comme Alfortville vont demain passer en épargne négative, ce qui veut dire que j'aurai plus de difficultés à emprunter, etc., etc. Et donc, il y aura des choix à faire dans les services publics. Il n'y a pas d'argent magique. Hein. Il faut vraiment que chacun comprenne ça. C'est ce que dit Michel Barnier. Oui, mais il y a de mauvaises décisions politiques. Vous voyez, j'écoutais tout à l'heure le débat avec la sénatrice des Côtes-d'Armor sur les fameux 2,5 milliards pour les 7 heures par an. Mais moi, je vous trouve plus d'argent que 2,5 milliards au lieu de demander aux gens de travailler gratuitement. Le caprice de Gabriel Attal d'envoyer chaque année 800 000 jeunes en uniforme 2 semaines par an, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes, ça vaut à l'État entre 3,5 milliards et 5 milliards d'euros. Vous croyez qu'on ne pourrait pas affecter cette somme à d'autres postes de dépenses ? Il a un peu du plomb dans l'aile, le SNU. Bah, j'espère bien. Est-ce qu'il faut, parce que les maires, enfin les élus d'ailleurs en général, ils disent aussi on n'a plus d'autonomie financière. Est-ce que vous dites qu'il faut recréer un impôt local ? Alors moi, je pense que la suppression de la taxe d'habitation était une stupidité et un coup politique du candidat Macron. Je vais vous dire pourquoi. Chaque année, l'État se fait lui-même les poches pour restituer aux 35 000 communes d'un montant de 23 milliards d'euros, chaque année, pour restituer la taxe d'habitation, mais la taxe d'habitation de 2019, chaque année indexée sur l'inflation. Moi, je suis un maire bâtisseur. À la fin de ce mandat, en 2026, j'aurai livré 2000 logements nouveaux. Mais je n'ai pas les recettes fiscales afférentes à ces nouveaux logements. Pourtant, j'accueille, et je réponds à la crise du logement, qui est la crise sociale majeure, j'accueille de nouvelles familles. Je viens d'agrandir pour 8 millions d'euros 2 écoles. J'en attaque une 3e. Je construis des centres de loisirs. Je crée plus. J'ouvre des classes. Donc, je crée du fonctionnement supplémentaire avec mes ASEM. Donc, moi, j'assume tout ça. Mais aujourd'hui, je dis au gouvernement ce que j'avais dit en 2018, quand j'étais député, dans l'hémicycle, au moment justement de la suppression de la taxe d'habitation, je dis attention, n'opposez pas le pouvoir d'achat de nos compatriotes à la qualité de leurs services publics. Et qu'une ville comme Alfortville voulait avoir les mêmes services publics qu'une ville comme Neuilly-sur-Seine. Et aujourd'hui, on y est. Aujourd'hui, je suis vice-président de l'Association des maires de France, vous l'avez rappelé. J'ai des collègues maires qui me disent « Mais Luc, mais moi, je ne peux pas faire ce que tu fais. » Donc il faut recréer un impôt local ? Je pense qu'il faut recréer du lien entre la dépense liée au service public entre tous les habitants. Je suis une commune où j'ai 63% de locataires et 37% de propriétaires. Aujourd'hui, ce sont les 37% de propriétaires alfortvillais qui portent la charge du coût des services publics d'Alfortville. C'est anormal. Alors j'entends Catherine Vautrin. Elle parle d'une contribution citoyenne, locale, enfin j'ai plus... À la vie, oui. Participation citoyenne à la vie de la vie et en fait, et des là villages. aussi, c'est la lexicologie macroniste. Hein. Comme on ne veut pas se dédire, hein, l'impôt sur les grandes fortunes, on l'a supprimé, mais en fait, on le remet entre l'IFI et les 65 000 ménages les plus fortunés. Donc en fait, on remet l'impôt sur la grande fortune. Et comme on ne veut pas dire, oh là là là, on a fait une bêtise avec la taxe d'habitation, on vous invente une contribution, etc., qui sera en fait un impôt. Et en fait, c'est normal. Rien n'est gratuit dans la vie. Rien n'est gratuit. Et je pense que Emmanuel Macron, quand il a fait sa campagne en 2017, où il avait une méconnaissance vraiment totale de ce qu'est une collectivité territoriale, eh bien aujourd'hui, il comprend qu'il a fait une bêtise. Voilà. Ça n'est pas double peine pour les propriétaires, étant donné que la taxe foncière a explosé ces dernières années. Alors, comparaison n'est pas raison, j'entends ce petit discours. Par exemple, l'année dernière, on disait toujours les impôts fonciers explosent. Ça concernait, sur 35 000 communes, 14% d'entre elles. Hein. Enfin, là où ça a augmenté, ça a bien augmenté. Je ne sais pas ce que ça veut dire bien augmenter. Moi, je les ai augmentés en 2021 de 3 points, l'équivalent de 15%. Et je pensais que ça allait me permettre, ça me mettait chaque année dans mon exercice budgétaire, qu'on soit concret, un peu plus de 2 millions d'euros de plus. Est arrivé la crise gaz-électricité avec la guerre en Ukraine. Tout ce que je pensais avoir gagné, j'ai tout perdu. Parce que les factures pour les collectivités comme pour les administrés ont explosé. Donc à un moment donné, je suis désolé, mais on ne peut pas demander aux maires d'être toujours plus présents, parce que, encore une fois, je le redis, on est le premier et le dernier kilomètre. Hein. Et aujourd'hui, on attend de nous qu'on réponde à toutes les questions qui concernent le quotidien de vie.
ça se fait avec quelques moyens quand même. On ne peut pas continuer à nous asphyxier comme ça. Vous savez, la Cour des comptes, il y a un peu plus d'1 an, elle a produit un rapport sur les départements et les régions. Et elle tirait la sonnette d'alarme en disant, attention, départements et régions sont en train de voir leur épargne brute fondre comme neige au soleil. Quand j'avais rencontré il y a quelques mois maintenant Thomas Cazenave, ministre des Comptes publics, avec ma casquette de président de l'UNCAS, je lui avais dit, monsieur le ministre, faites attention parce que ce qui est vrai pour les départements et les régions, dans les 5 prochaines années, dans les trajectoires financières du bloc communal, il va se passer la même chose. Et il m'a donné le point sur ce sujet-là, sauf qu'il n'a pas apporté de réponse concrète. Mais justement, on va parler de l'UNCAS avec Fabrice. Oui, parce que c'est votre autre casquette. Hein. Vous êtes président de l'Union nationale des centres d'action sociale. En 15 ans, le nombre de CCAS a été divisé par 2, je crois, en France. Hein, c'est ça ? Divisé par 2, non, c'est pas vrai. Parce que on en a combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, on compte 4300 adhérents CCAS et un peu moins de 200 adhérents centres intercommunaux d'action sociale. Il faut que vous sachiez qu'en fait, c'est surtout dans moi j'appelle les zones blanches. En réalité, le CCAS, c'est souvent le maire qui est tout seul avec la secrétaire de mairie. Donc le sujet n'est pas là. Et les centres communaux d'action sociale, aujourd'hui, qui sont des établissements publics indépendants, dépendent néanmoins de la dotation que chaque conseil municipal vote à l'occasion du budget. Et moi, ce que je constate, c'est que d'une année sur l'autre, depuis 4 ans, dans le tour de l'Hexagone et des territoires ultramarins que je fais, quelle que soit l'étiquette politique du maire, eh bien, chacun abonde plus la dotation d'une année sur l'autre. Moi, qu'on soit concret, entre 2020 et 2024, mon CCAS à Alfortville, je l'ai abondé de plus 500 000 euros. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, les gens qui poussent la porte des CCAS sont des publics nouveaux. C'est qui les principaux utilisateurs aujourd'hui des CCAS en France ? C'est tout le monde. C'est tout le monde. Ce sont les retraités qui, à la moitié du mois, n'arrivent plus à régler leurs factures ou bien pouvoir manger. Ce sont des salariés. J'ai fait une enquête avec nos adhérents, aujourd'hui notamment sur la question du logement. Dans les nouveaux publics, 1/3 d'entre eux sont salariés en CDI. Donc on voit bien que le poste logement, la question du logement est la question cruciale. Ce sont les étudiants, quand on voit ces files de jeunes qui cherchent à se nourrir chaque semaine. Et donc, comme on a un public que l'on n'aurait normalement pas dû traiter, parce qu'il y a 10 ans, on n'avait pas cette situation-là. Et bien aujourd'hui, on doit répondre à leurs attentes, et donc ça demande plus de moyens. Dernière question là-dessus, Fabrice ? Paradoxalement, le non-recours aux prestations sociales reste élevé en France. Ouais. Comment vous l'expliquez ? 1 sur 3. Ouais. Mauvaise information, et c'est vrai que c'est un vrai sujet. Moi, je me souviens du ministre Combes, quand il était ministre des Solidarités, qui voulait régler ce problème-là en donnant accès à tous automatiquement. On avait un débat, l'UNCAS et lui, à l'époque, en disant c'est très bien, mais il avait été d'ailleurs chaleureusement applaudi au congrès de Bourges, mais on lui avait dit, mais si tout le monde y a accès automatiquement, il faut alors avoir un budget bien plus important. Et là était le problème, c'est qu'on voulait donner accès aux droits à tous, mais sur le même budget. Donc il y a un truc qui cloche, donc ça ne marche pas. Et c'est un vrai sujet, l'accès aux droits qui est traité par l'ensemble des collectivités de leur CCAS. Il faut communiquer, mais c'est vrai que c'est compliqué. Il faut aller vers. Moi, aujourd'hui, j'ai des collègues maires, présidents de CCAS, qui, forts de leur expérience période post-Covid, ont des camions administratifs de CCAS qui vont vers les quartiers et qui donnent l'information au bas des tours. Parmi les sujets de préoccupation du quotidien, pour reprendre votre expression, il y a la question de sécurité. Ce matin est relancé au Congrès des maires le Beauvau des polices municipales. Est-ce qu'il faut donner plus de pouvoir aux polices municipales ? Oui, je le crois. Parce qu'aujourd'hui, nous les maires, moi j'ai une police municipale depuis 2016, qui est plutôt bien dotée, voire même malheureusement mieux dotée que la police nationale. Et c'est pour ça que moi, comme beaucoup de collègues, aujourd'hui on accompagne nos commissariats de police nationale par des travaux, par des équipements. J'ai fourni des équipements à la police nationale. C'est parce que je veux que cette question de sécurité soit traitée de manière non dogmatique, mais parce que c'est une attente de nos concitoyens. Et je pense qu'aujourd'hui, la police municipale, c'est une police. C'est pas qu'une police de proximité. Donc, je crois qu'il faut continuer à phosphorer sur la manière dont on peut leur donner plus et mieux de compétences. Je dis pas de se substituer non plus aux régaliens qu'est l'État. Mais est-ce que vous avez l'impression que l'État il se décharge un peu sur vous, sur les maires en matière de sécurité ? Bien sûr. Mais l'État se décharge sur nous depuis des décennies sur les questions régaliennes du logement.
sur les questions régaliennes de la sécurité, depuis la Covid sur les questions régaliennes de la santé avec nos centres municipaux de santé, sur tous les grands sujets aujourd'hui qui devraient être pris à bras-le-corps par l'État, et ben ce sont les collectivités territoriales qui s'en occupent. Et donc ça pose bien le problème que je vous expliquais tout à l'heure sur le financement de tous ces services publics. Il y a un thème qui fait aussi partie des sujets d'inquiétude pour les élus, ça a d'ailleurs été largement évoqué au Congrès, c'est la question du narcotrafic, de la lutte contre le narcotrafic. Est-ce que le plan qui a été présenté par le gouvernement est le bon selon vous ? Tout ce qui va dans le sens de lutter contre ce fléau va dans le bon sens. Donc après, je vais être franc, j'ai pas le détail du plan, j'en ai lu quelques lignes, mais moi je le vis dans ma collectivité, dans mon département, et c'est justement là que entre prévention, mais aussi problème de sécurisation avec nos 2 polices municipales et nationales, mais aussi avec l'aide des bailleurs sociaux, des associations, de nos contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Tous ces outils font un écosystème qui, j'espère, donneront plus de quiétude à nos administrés. Mais ces sujets ont toujours existé, c'est une économie parallèle. David Lisnard, il dit que les maires devraient pouvoir virer les dealers des logements sociaux. Est-ce que vous dites la même chose ? Oui, j'ai entendu ça. Alors, je ne sais pas si c'était le maire de Cannes qui s'exprimait ou le président de l'AMF, parce que nous n'en avons jamais parlé en bureau de l'Association des maires de France. Je pense qu'il faut être vigilant sur la manière dont on pose les problèmes, et ce n'est pas en les posant de manière un peu violente qu'on résoudra le sujet qu'on vient d'évoquer. Donc non. Non, vous êtes prêt à en discuter ? Moi, je suis prêt à discuter de tout, en fait. Moi, vous savez, des personnes qui créent des troubles et qui dérogent aux règles du bailleur que je préside, j'ai pas la main qui tremble, en fait. C'est un sujet qui a toujours existé chez tous les maires. Il ne suffit pas d'entendre ici ou là des sorties comme celle de M. Lisnard, que je respecte pour autant, mais on peut en discuter. On parle de la crise agricole, Fabrice ? Vous soutenez les agriculteurs et leur mode d'action. Mais ces derniers jours, on a eu des occupations de préfecture, des choses comme ça. La ministre de l'Agriculture essaye d'apporter des réponses au cas par cas. Alors, je connais bien la ministre de l'Agriculture, pour l'avoir côtoyée à l'Assemblée. Je la crois là aussi volontariste. Après, il faut se mettre à la place de nos agriculteurs. Ils nous nourrissent. Nous trois, c'est grâce à eux qu'on peut, matin, midi et soir, se mettre à table. Ils ont poussé un cri de colère important au mois de janvier dernier. Bon, on leur a dit beaucoup de choses. Je me souviens du Premier ministre qui monte sur une botte de foin en train de leur dire « je vous ai compris », etc. Bon, il y a juste un truc. C'est Gabriel Attal à l'époque. Gabriel Attal. Il y a juste un truc, c'est que la fameuse loi d'orientation agricole qui devait être mise en œuvre s'est arrêtée par la dissolution de Emmanuel Macron. Elle serait reprogrammée pour le mois de janvier prochain. Donc finalement, ce que le gouvernement devait mettre en œuvre, rien n'a été mis en place. Et pour autant, j'entends que le gouvernement dit, mais 80% de ce que le Premier ministre de l'époque avait dit a été mis en œuvre. Donc là aussi, on est dans le « et en même temps », on n'y comprend plus rien. Par contre, ce que je vois, c'est que les agriculteurs se sentent, eux, floués. On s'est fichu d'eux, mais en fait, depuis 7 ans, on se moque des agriculteurs, on se moque des fonctionnaires. Quand j'entends le ministre Casparian qui veut finalement détruire le service public au profit de la compétitivité et du privé, donc en fait on va se retrouver dans des hors-PA à tous les étages, à un moment donné ça va quoi. Donc oui, on soutient, moi je soutiens personnellement nos amis agriculteurs, et puis il faut leur donner des réponses concrètes. Finalement, tout le monde soutient les agriculteurs. Je crois. Le président de la République qui est en déplacement d'Amérique du Sud, mais personne ne peut leur répondre à Paris. On verra le vote, je crois qu'en tout cas, notamment sur le Mercosur, ça traverse toutes les tendances politiques, chacun est unanime, mais on aura aussi compris que ça ne se décide pas entre franco-français. Et donc ça se décide au Parlement européen. Et donc la régulation, elle doit se faire au niveau du Parlement européen. Et un sentiment d'impuissance ? Pour vous, pour vos collègues parlementaires, anciens parlementaires ? On sera impuissant, la France sera impuissante si elle n'arrive pas à emmener avec elle d'autres pays européens pour justement bloquer le Mercosur. Aujourd'hui, il y a un débat qui se passe au Parlement européen. La délégation française du Parlement européen va dans le même sens pour essayer de convaincre. Moi, je leur donne là aussi le point pour essayer de voir ce qui va se passer. Marine Le Pen, elle menace le gouvernement de censure au moment du vote du budget. Est-ce que le Parti socialiste votera la censure initiée par le Rassemblement national ?
Alors nous, le Parti socialiste, on ne votera jamais quoi que ce soit proposé par le Rassemblement national, on est très clair. Donc, même si c'est après le budget, même si c'est pour faire tomber le gouvernement ? J'ai bien vu la valse entre le RN, Renaissance et LR depuis maintenant quelques mois, hein, où c'était non pas un long fleuve tranquille, mais on avait bien compris que c'était « je t'aime, moi non plus ». Patatras, il y a les réquisitions aujourd'hui contre Marine Le Pen et d'autres prévenus par rapport à un détournement de fonds publics. Je ne suis pas juge, mais je pense qu'ils vont être condamnés, parce que plus de 4 millions d'euros, ça se voit un peu comme le nez au milieu de la figure. Tout ça participe à créer du chaos, en fait. Et on voit bien que la vie politique, aujourd'hui, par le personnel qui la représente, est organisée au travers de cas personnels. C'est pas sérieux. Mais vous dites on votera jamais avec le RN. Comment vous faites la semaine prochaine pour passer en séance l'abrogation de la réforme des retraites sans le RN ? Alors, moi, je rappelle que je ne suis pas parlementaire. Hein. Je l'ai été ici au Sénat pendant 6 ans et à l'Assemblée pendant 3 ans. Bah, écoutez, on verra. Moi, je sais que j'étais hier avec Boris Vallaud sur mon stand de l'UNCAS au Salon des maires. Je sais qu'il y a un débat aujourd'hui au sein du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. J'ai vu qu'à la commission, à l'Assemblée, l'abrogation est passée. Donc, il y aura à nouveau un débat dans l'hémicycle. Nous, on est clairs, les socialistes. On veut l'abrogation de cette loi. Donc, comment vous faites si le RN ne vote pas avec vous ? Comment ça, comment vous faites ? Mais comment vous la faites passer, cette abrogation ? Si le RN ne vote pas, du RN ? le RN fera ce qu'il veut. Moi, je vous dis ce que le Parti socialiste va faire. Le Parti socialiste veut l'abrogation de cette loi qui est inique et qui tape sur la tête de nos compatriotes. Donc voilà, moi, je suis très clair. Un dernier mot sur le PS, puisque François Hollande dit qu'il faut changer l'incarnation du Parti socialiste. Vous êtes d'accord avec ça ? Et pour qui ? C'est une question. Hein. Ah mais je vois bien le débat qui anime aujourd'hui certains classiques du Parti socialiste. J'ai beaucoup de respect pour l'ancien président de la République, redevenu député, mais il propose quoi ? Il propose quoi ? Moi, je vais vous dire, je sais ce que j'ai vécu il y a 7 ans. Il y a 7 ans, j'ai vécu un président de la République en exercice qui dit « je ne me représente pas ». Et on a été, est-ce que je perds le micro ? On a été quelques-uns, dont moi, en fait, à être 23 députés socialistes élus en 2017. Et on a retroussé les manches, quelques-uns, dont Olivier Faure, moi et d'autres, dont Boris Vallaud, pour essayer de remettre le Parti socialiste en avant. Pendant 7 ans, je pense qu'on n'a pas mégoté, et si on en parle comme cela aujourd'hui, c'est qu'on a fait un peu le job quand même. Donc, moi, vous lui en voulez d'avoir déserté il y a 7 ans ? Non, mais je ne suis pas sur ça, moi. Non. Il n'a pas déserté. Il est revenu dans le chaudron politique. Moi, je dis juste... Mais est-ce que vous regrettez qu'il revienne ? Je dis juste... Mais non, je ne regrette rien du tout. C'est une voix importante, elle est utile, et c'est très bien. Mais je dis simplement, si aujourd'hui tout le monde lorgne sur la future direction du Parti socialiste, c'est parce qu'il y a eu des personnalités dont je fais partie, Olivier Faure en fait partie, Boris Vallaud en fait partie, beaucoup d'autres. Nous, on n'est pas partis ici ou là dans le privé ou ailleurs. On est restés... On a conservé nos bastions au moment des municipales et on a essayé de redonner bonne figure à notre parti. Donc il y aura un débat, mais un débat au travers des personnes, ça ne fait pas une ligne politique. Vous savez, tout le monde dit ni Olivier Faure, ni Jean-Luc Mélenchon. Certes, ça fait 2 points, 2 points, ça fait une ligne, mais pour moi, ce n'est pas une ligne politique. Et moi, j'aimerais qu'on soit sur le fond, parce que nos militants attendent cela et nos concitoyens aussi. Le temps presse. Juste un petit point par rapport à la question que je posais tout à l'heure sur le nombre de CCAS. Oui. On est bien passé de 28 000 à 14 000 en France, mais sous l'effet de la loi NOTRe. Oui, c'est dur. Qui dispense les communes de moins de 1500 habitants d'en créer. Oui, ça c'est... Il se fact-check. Voilà. C'est obligé, ça fait partie de mon métier. Mais dans la réalité des prix, on est à peu près pareil. Merci Fabrice, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Et merci Luc Carbounas.